Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. À la question de l'épisode précédent, à quoi sert le bec de ces oiseaux, la bonne réponse était pour rejeter le sel qui les ingère. Ces narines tubulaires sont communes à tous les oiseaux de la famille des Procellariiformes. Elles servent à l'évacuation du sel contenu dans l'eau et la nourriture ingérée par ces oiseaux, par le biais d'une glande spéciale placée au niveau de la tête. Elles disposent du sel plus rapidement que les reins. La forme particulière de ces narines permet aussi à l'eau salée d'être évacuée sans retomber dans leurs yeux lorsqu'ils volent. Association Triskel, bonjour. Bonjour, je vous appelle car je suis face à une situation difficile et je ne sais pas quoi faire. Expliquez-moi ça, et je vais vous conseiller et vous rediriger vers les structures adaptées si besoin. Alors voilà, je me trouve sur le chemin de halage et il y a un ragondin visiblement mort. Ça doit être une femelle puisqu'il y a également un petit qui se trouve sur son flanc. Il essaye de téter. Le petit a l'air en bonne santé mais je doute qu'il survive sans sa mère. Je vous ai envoyé une photo par SMS. Ah, effectivement, il n'est apparemment pas sevré, donc il n'a pas encore l'âge de se débrouiller tout seul. Le problème étant que les ragondins sont considérés comme une espèce exotique envahissante par le Code de l'environnement. Donc, en tant qu'association de protection de la faune sauvage, on n'a pas le droit d'intervenir pour ce petit. Ah bon, donc le ragondin n'est pas originaire de France. Pourtant ça fait longtemps qu'on peut en observer. J'en voyais déjà quand j'étais jeune. Et oui, ils sont originaires d'Amérique du Sud. Au XXe siècle, ils ont été transportés à travers l'Atlantique, leur fourrure étant prisée jusqu'en Europe. Mais certains se sont échappés des élevages et ont commencé à s'établir et se reproduire dans la nature. D'accord, alors espèce exotique, je comprends. Mais pourquoi envahissante ? Ce petit mammifère, semi-aquatique, aussi mignon qu'il soit, bouleverse les équilibres des écosystèmes locaux. Il fragilise les berges avec ses terriers, il peut occasionner des dégâts dans les cultures, se nourrissant de céréales, racines et herbes. Il peut transmettre des maladies et il entre en compétition avec les espèces indigènes comme la loutre d'Europe ou bien le castor d'Europe. Et surtout, ses prédateurs naturels étant les alligators et les pumas, il n'est pas prêt de se faire croquer en Bretagne. Les populations se développent donc rapidement et prennent la place d'espèces déjà présentes. Ah oui, je vois, vous m'apprenez quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec ce petit ? Vous pouvez toujours appeler un centre de soins pour savoir s'ils le prennent en charge. Mais il y a peu de chance. Vous pouvez également faire un signalement auprès de l'Office française de la biodiversité. Très bien, merci pour ces conseils. Je vais quand même appeler le centre de soins au cas où. Bonne journée. À vous également. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Anna, représentante d'un parc naturel, de Darren, représentant d'une association de défense du bien-être animal, ainsi que d'Audrey, notre experte, pour aborder le sujet controversé des espèces exotiques envahissantes, et plus particulièrement les espèces animales. Nous allons commencer donc avec quelques faits pour être bien d'accord sur ce dont on parle. Qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante ? C'est une espèce introduite en dehors de son milieu d'origine et qui arrive à s'acclimater, se reproduire, puis étendre son territoire. Prenons l'exemple du vison d'Amérique. Cette espèce a franchi l'océan Atlantique à bord de bateaux pour que sa fourrure soit exploitée en Europe. Certains individus échappés d'élevage se sont acclimatés à l'environnement, semblable à celui d'origine. Ils ont facilement trouvé des milieux aquatiques ou des zones humides et s'y sont reproduits avec succès, notamment en Bretagne à partir des années 60. Depuis lors, l'espèce a progressé vers l'est du pays, étendant ainsi son territoire, s'établissant le long des cours d'eau par exemple. Vous n'avez pas précisé, mais les espèces exotiques envahissantes sont aussi caractérisées par les dégâts qu'elles produisent. Elles privent les populations indigènes de ressources, voire les chassent. Les espèces exotiques envahissantes sont responsables à elles seules de 16% des disparitions d'espèces au monde. On constate également des dégâts dans les cultures. Le ragondin se sert dans les champs de céréales par exemple. Sans oublier qu'ils peuvent transmettre des maladies à la faune et la flore locale, mais aussi à l'humain. Le moustique tigre est bien connu pour ça. C'est vrai, mais je dirais qu'il est important de ne pas diaboliser les espèces exotiques. En général, puisque seulement 10 à 15% sont envahissantes, avec des effets négatifs. Ces espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus nombreuses. Comment peut-on l'expliquer ?
Il me semble que l'activité humaine y est pour beaucoup. C'est bien beau de blâmer ces petites bêtes, mais il s'agirait aussi de sensibiliser les personnes. L'augmentation du transport de marchandises ou encore de l'ouverture de nouvelles routes maritimes entraîne l'introduction accidentelle d'espèces. D'autant plus que le temps de trajet est réduit, donc les individus ont plus de chances d'arriver vivants. Pour être encore plus efficace, à mon sens, il faudrait renforcer les systèmes de douane pour éviter l'importation des espèces exotiques. Je suis plutôt d'accord avec vous. Une fois installé, il est difficile de se débarrasser des espèces exotiques envahissantes. Il faut donc mener davantage d'actions en amont. C'est d'ailleurs ce sur quoi insiste le plan national mis en place en 2022. Le ministère de la Transition environnementale et l'Office français de la biodiversité ont mis en place un plan autour de l'objectif « Une seule santé », incluant celle des animaux, des écosystèmes et des humains. 4 axes sont mis en avant, celui de la communication, sensibilisation, formation, celui de la mise en place d'un guide d'information, celui de consolider le cadre réglementaire et celui d'augmenter les moyens administratifs et judiciaires. Ce plan national couvre en effet de nombreux volets, comme celui du transport d'espèces ou encore celui de l'usage ornemental, les principales voies d'introduction. Mais existe-t-il aussi d'autres facteurs d'accroissement du phénomène ? Plus indirectement, l'activité humaine a aussi un impact sur l'augmentation du nombre d'individus de ces espèces exotiques, par le biais des changements climatiques. Ceci provoque une augmentation des températures moyennes en France, par exemple, ce qui permet une installation durable de ces espèces, notamment si elles proviennent de pays où le climat est plus chaud. Encore une fois, c'est la faute des humains. J'ajouterais même que les changements climatiques sont à l'origine de l'augmentation de la fréquence des tempêtes ou d'événements climatiques extrêmes, ce qui entraîne des risques. Je me souviens qu'en 2020, dans le sud-ouest, une inondation avait provoqué le débordement d'un bassin de pisciculture et des milliers d'esturgeons d'espèces exotiques s'en étaient échappés. C'est de ce genre de risque dont vous parlez ? Exactement. La fonte des glaces ouvre également de nouveaux corridors dans lesquels pourraient s'engouffrer certaines espèces pour se retrouver dans un milieu jusque-là très isolé. Les changements climatiques peuvent également affaiblir les espèces indigènes et donc laisser la place à l'installation d'espèces exotiques. À propos de populations indigènes, il y a plusieurs cas de figure à identifier. Effectivement, si une espèce locale est déjà présente et même affaiblie, l'arrivée d'espèces exotiques peut la menacer. Maintenant, prenons le cas des perruches à collier, en Île-de-France. D'après les études menées, elles ne semblent pas avoir d'impact. Elles ne dérangent personne. C'est pourtant prendre un risque inutile que la population s'étende et entre bel et bien en concurrence avec des espèces indigènes. Elle modifie tout de même les écosystèmes. Chaque site infesté est différent et les conséquences peuvent être diverses sur la biodiversité indigène. Nous en avons un bel exemple à Séville, en Espagne, où ces mêmes perruches délogent les chauves-souris de leur cavité. Alors selon vous, si ces espèces n'ont pas leur place ici, quelles sont les solutions une fois la population bien installée ? Pour moi, il faut tout faire pour préserver la faune sauvage locale et sa richesse. Donc il faut que l'homme remplace les prédateurs naturels de ces espèces qui n'existent pas ici. Des actions de régulation avec piégeage ou l'autorisation de tirs visant à l'éradication de l'espèce doivent être mis en place. Bien sûr, avec un encadrement, prévenir quand on pose les pièges, installer des pièges homologués et sélectifs, éviter de faire souffrir l'animal une fois capturé, comme l'indique la loi finalement. Personnellement, j'ai un peu de mal à accepter cette méthode qui me semble un peu barbare. Est-ce vraiment utile de tuer tous ces animaux en bonne santé ? Ne serait-il pas possible d'opter plutôt pour une campagne de stérilisation ? Il me semble que ce serait plus éthique et même plus efficace, puisque tuer quelques individus d'une population ne suffit pas à arrêter son expansion. En revanche, la stérilisation de la population a vraiment un impact sur la croissance démographique. Cette question est assez épineuse. Il faudrait trouver des vétérinaires aptes à effectuer l'opération sur ces espèces. Il faut également mettre en place une stratégie pour la capture et le suivi de la population doit être minutieux pour que cela fonctionne, sans compter le coût que cela représente. Et c'est bien beau, mais avec la stérilisation, on traite un seul aspect du problème, parce que les individus stérilisés et relâchés peuvent encore commettre des dégâts ou même transmettre des maladies. Alors peut-être qu'au lieu d'intervenir nous-mêmes, on pourrait introduire un prédateur potentiel pour cette espèce. Comme ces prédateurs sont aussi des espèces exotiques, le risque serait de perpétuer le cycle avec une autre espèce qui n'appartient pas à l'écosystème local.
Introduire un prédateur, c'est potentiellement ramener des maladies et créer des risques importants de prédation sur des espèces indigènes. Mais s'il existe des prédateurs potentiels dans la faune locale, il est souhaitable de les favoriser. Alors il n'existe vraiment aucune solution non violente ? Si on écarte un peu des espèces considérées jusqu'à maintenant, et que l'on parle des insectes, des tests ont été faits sur des moustiques. Des scientifiques ont modifié génétiquement des moustiques tigres afin de les rendre stériles. Néanmoins, cette méthode soulève un tout autre débat, non moins houleux, celui des OGM. C'est un vrai casse-tête cette situation, en fait. Et elle relève beaucoup de clivages dans la manière d'aborder la faune sauvage. Et si on trouve un animal appartenant à une espèce exotique envahissante, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que particulier ? Il faut appeler un organisme en capacité de capturer l'animal pour l'euthanasier et contribuer à la limitation des dégâts qu'il cause. Le Code de l'environnement le dit bien, c'est obligatoire. De ce que j'ai compris, l'euthanasie n'est pas obligatoire, mais il est interdit de relâcher l'animal, étant donné que le rôle des centres de soins est de soigner puis relâcher les animaux. Ils ne peuvent normalement pas accueillir ces espèces. Dans ce cas, on peut se renseigner pour savoir s'il existe une structure habilitée à les prendre en charge, comme les parcs zoologiques ou les refuges. Par exemple, le refuge de l'Arche, en Mayenne, est spécialisé dans l'accueil d'espèces exotiques envahissantes. C'est une solution bien optimiste. Quand il y a des centaines d'individus, il est impensable qu'ils soient tous pris en charge. La solution recommandée est en effet d'appeler les autorités compétentes, ce qui permettra également un meilleur suivi des populations. Toutefois, il existe bien des petits gestes à adopter à l'échelle individuelle. Se renseigner sur les espèces exotiques envahissantes dans sa région, vérifier le développement de son jardin, surtout pour les espèces végétales. Ne pas rejeter de végétaux dans la nature, pour ne pas qu'ils se développent en dehors de leur habitat d'origine. Ne pas ramener de quelconque espèce de voyage. Bien évidemment, ne pas abandonner d'animaux de compagnie, notamment les nacs. Nettoyer son matériel de randonnée ou son équipement de jardinage après utilisation. Signaler les observations, comme on l'a dit. Et diffuser la connaissance, en parler autour de soi et relativiser les peurs. Merci à tous les trois, on se retrouve très bientôt pour un nouveau débat. Pour bien comprendre les enjeux abordés, on va finir avec un petit focus sur les bernaches du Canada. Introduites au XVIIe siècle pour usages ornementaux et pour la chasse, les individus échappés ont peu à peu créé des populations entières revenues à l'état sauvage. La bernache du Canada se plaisant bien en France comme en Europe, elle s'installe et voit sa population augmenter, surtout à partir des années 1960. Ce déménagement n'est pas sans conséquences. D'une part, elle entre en compétition avec les autres oiseaux aquatiques et adopte même des comportements agressifs envers d'autres espèces pendant les périodes de reproduction. D'autre part, elle cause des dégâts sur l'agriculture et les terrains. Alors depuis 2018, elle est entrée sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Elle fait aussi partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts non indigènes. Maintenant, la question de sa régulation se pose. Une étude montre que pour atteindre un niveau de 10% de la population initiale en 10 ans, il faudrait détruire 30% des adultes ou stériliser 90% de la population. Finalement, les mesures préconisées sont bannir le nourrissage, utiliser l'effarouchement, stériliser les œufs, mais aussi encourager la chasse et la destruction des adultes en profitant de la période de mue où les bernaches ne peuvent pas voler pour les attraper dans des grands filets et les euthanasier. On peut donc retenir que le sujet des espèces exotiques envahissantes est très épineux, puisqu'il questionne l'éthique. Il faut aussi retenir qu'il existe des gestes de prévention que tout le monde peut adopter. Et finalement, le statut de ces espèces ne justifie pas pour autant des actes de cruauté gratuite envers elles. Et maintenant, on passe à la nouvelle question. À votre avis, laquelle de ces espèces est une espèce exotique envahissante ? Le muscardin, le rat musqué ou bien la martre des pins ? À vous de jouer dans les commentaires. Tu es collégien ou collégienne, lycéen ou lycéenne ? On a quelque chose à te proposer. Dans le cadre du mois de la biodiversité, Triskel organise un concours d'écriture.
Tout seul ou en groupe, laisse libre cours à ton imagination à partir du sujet suivant. Les impacts du changement climatique sur la chaîne alimentaire. BD, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, c'est comme tu veux. Il te reste jusqu'au 28 mai pour nous envoyer ton œuvre par mail. Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur notre site internet. La vidéo t'a plu? Laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.